Bonjour à tous, bienvenue dans ce magnifique décor pour ce, je sais pas combien de épisode de la table ronde Grind. Aujourd'hui, on est très bien accompagné. Donc, malheureusement, Yannis Sabera n'est pas là, mais on est avec un invité de marque, Brendan. Comment tu vas? J'adore. Bah ça va, merci. C'est cool d'être avec vous en tout cas. Ça fait plaisir de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de toi, un petit peu, pour te présenter forcément, et de notre association du coup, parce que là, dans notre projet de coaching, on a voulu faire un gros truc, un truc un peu plus à, Abouti. Se abouti, structurer. voilà, structuré à l'image d'un club. Et du coup, on voulait faire un suivi avec de la réhab. Et donc, on a contacté Brendan, qui est, je sais pas comment on dit, réathlétisateur, ça se dit, Je sais, mais je sais pas trop non plus. Préparateur de décision. spécialisé On en fait de la training. réhabilitation ou de la réathlétisation. Du coup, Brendan, je te laisse. Non, d'abord, la première question. Tiens, Merci. Première question. je vais sortir les questions. Ah, c'est Greg qui a les questions. Ça va Ouais, être donc, plus simple. c'est moi qui prends le micro, quoi. Ça va être plus simple. Bon, pendant qu'il faut aller dire, bah, de toute façon, je te présente dans tous les cas au début. Ouais. Donc, déjà, toi, présente-toi en tant que personne, qu'athlète, Hmm. ton rôle au sein de l'équipe, etc. Quoi. Ouais, donc moi c'est Brendan. Du coup, j'ai 28 ans. Je suis de Lorient, mais je vis à Nantes actuellement. Je fais du street workout avec Gigi, mon coach. Je suis aussi pratiquant de course à pied, mais de base, je viens du monde du football à 11. Voilà. Et donc, avec vous, je vais principalement m'occuper de certaines personnes qui veulent avoir des notions ou des paramètres supplémentaires sur la mobilité, sur les notions de réhabilitation si besoin. Je ne veux pas trop spoiler ce que vous avez prévu Ouais, ouais. de dire, mais Donc, après, les gars, comme Greg a dit au début, il a dit qu'on a invité, mais pas vraiment invité parce qu'en fait, il va faire partie de la plateforme Grind. On aura l'occasion de le revoir parfois sur d'autres épisodes ou sur du bon. contenu sur les réseaux, sur des stories, ouais, d'autres épisodes de la table ronde, etc. Dans ce cas-là, la première fois que vous pouvez le voir. Du coup, euh, oui, c'est barré. Donc, qu'est-ce que tu as fait un petit peu voilà, comme parcours à la fois sportif, à la fois scolaire? On va plutôt parler du parcours scolaire. Ok, quand tu veux. Après le bac, je suis parti en licence STAPS. Licence STAPS, parcours entraînement sur la région de Brest, du coup. Et puis derrière, j'ai filé au master de Nantes sur le parcours renforcement musculaire et réathlétisation. Et c'est là que j'ai pris goût en fait à tout ce qui concernait la réhabilitation et la réathlétisation du coup à post-blessure en fin de compte simplement. Et donc ça fait pas de nous des kinés, hein, bien évidemment. On n'a pas le droit de manipuler les personnes, mais on a le droit d'avoir la passion de la réhabilitation. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai du coup depuis que je suis sorti du master. Ok. Et après, sur le plan sportif, qu'est-ce que tu as pu faire un petit peu comme passé? Sur le plan sportif, Tu m'as bah, dit foot, c'est principalement ça? ouais, foot bah, sur la région lorientaise, un petit Ouais. peu aussi sur la région brestoise. Et puis après, je suis revenu sur la région lorientaise, je jouais à l'Armor. Et puis là, depuis 2 ans, j'ai pas de club du coup, parce que le boulot prend beaucoup de temps. Et puis, mais bon, je me fermais la porte à rien, on sait jamais. Le foot, c'est la passion quand même. Yes. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux après nous préciser plus le rôle là, le rôle que tu auras dans la plateforme, les services un peu que tu vas proposer, où est-ce qu'on peut te retrouver, Mm. tout ça? Où est-ce qu'on peut me retrouver bah, sur ma page Instagram, même si je ne publie pas beaucoup, je suis disponible par message au moins. J'ai quand même des stories qui tombent assez régulièrement et Tu publies pas malgré... beaucoup, franchement, il est un peu Ouais, modeste. Hein. Ouais, franchement, non. c'est à dire quand même que tu ne pas beaucoup, mais si quelqu'un découvre ton compte, il y a beaucoup de contenu. Ouais, franchement, oui. il y Pas a mal. un petit peu plus de contenu, de vidéos aussi maintenant qui commencent à tomber. Mais voilà, principalement sur Instagram du coup, sur LinkedIn aussi, même si je suis un petit peu moins. Et puis après, bah, mon rôle avec vous, en fait, c'est vous qui allez faire plutôt appel à moi si jamais des sportifs font face à certaines problématiques de mobilité. Et en fait, on se partage bien les rôles parce que tu vas pas sur mon terrain, je vais pas sur le tien. Mm. Et du coup, l'idée, c'est que le sportif ben, puisse se retrouver en fonction des paramètres sur lesquels il veut bosser. Et en fait, s'il veut aller un peu plus loin dans la gestuelle ou dans la mobilité articulaire, ben, dans ce cas, c'est potentiellement moi qui prendrai le relais derrière et puis qui essaierai de le guider un petit peu plus sur ça, quoi. Et je serai beaucoup moins sur l'aspect technique du street parce que ça, je vous laisse votre partie. C'est vous qui êtes beaucoup plus technique que moi par rapport à ça. Tout à fait. Donc en fait, l'idée, les gars, comme Greg a dit au début, on aimerait bien faire un gros club. Donc, qui dit club dit en fait bah, du staff avec des gens en fait plus qualifiés et compétents. Je sais que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des athlètes par exemple, qui ont des petits soucis de mobilité. J'ai quelques connaissances, j'ai quelques nuances, mais c'est pas ma spécialité et je vais pas m'inventer un métier. Donc je préfère justement collaborer avec une personne comme ça, dont c'est la spécificité.
Et donc d'ailleurs, si jamais il y a d'autres personnes qualifiées qui nous entendent donc, dans le même domaine ou dans le domaine de tout ce qui est préparation mentale, tout ce qui est diététique, nutrition, kiné, etc., si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous voulez vous rejoindre par le staff et on en discutera, quoi. Donc voilà, donc en gros, donc concrètement, ce qui signifie c'est que en gros il intègre notre staff. Donc en gros nous les athlètes qu'on a dans Grain Performance, donc c'est soit moi, Greg, Francesco ou Yanis, pourront aller vers Brendan, en fait, ce sera inclus en fait dans les services auxquels ils ont droit. Et après, ce dont on voulait aussi parler, c'est que les personnes qui ne sont pas forcément coachées par Grain Performance pourront quand même, après, à titre privé, en dehors, pourront quand même contacter Brendan pour un service tout à fait similaire, juste un petit peu plus onéreux forcément, mais ça restera le même travail, quoi. Exactement. Et du coup, donc, par exemple, comment ça se passe pour tout ce qui est mobilité réhab, comment ça se passe justement, quel est le protocole, comment tu fonctionnes un petit peu par rapport à ça, toi? Bah déjà, je demandais aux sportifs déjà de m'envoyer un message très rapidement après leur blessure. Le jour J, c'est même carrément le mieux. Est-ce que tu as que des personnes justement en blessure ou des fois tu as des personnes qui viennent plus en réhab par prévention? J'ai pas de personnes qui veulent faire de la mobilité pour l'instant pour éviter de se blesser, mais on a déjà parlé un peu avec Greg. Il sait que j'aime pas trop le mot prévention de blessure, mitigation. Mais souvent je récupère mitigation de blessure. Okay. Mais je récupère en fait les sportifs post-blessure, malheureusement pour eux du coup. Ouais. Et donc après le protocole il est simple. Alors moi je fais que le bas du corps pour l'instant, donc je suis axé sur cheville, genoux et hanches. Ouais. Bah, l'idée. Formation là-dessus, si je dis pas de bêtises. Bah, j'ai mon parcours universitaire. Ouais. Après, moi, je suis très autodidacte, donc j'ai été lire beaucoup de littérature scientifique. Ouais. Et je suis un grand fan, bien sûr, du mouvement FRC, du coup, le Functional Range System. Donc, des formations que tu vends aussi, non? Ouais, exactement. Ouais. Je vends des formations dans lesquelles on a accès à plusieurs éléments. Donc, forcément, le programme de mobilité et de réhab. Des formations complémentaires aussi. Là, je travaille beaucoup sur le sommeil du sportif. Je suis en train de travailler sur le collagène, vous avez dû voir aussi. Voilà, j'ai aussi traité les courbatures. Je suis en train de sortir aussi une formation sur la proprioception. Enfin voilà, j'essaie d'avoir des paramètres un petit peu complémentaires qui viennent se rajouter à tout ça pour que le sportif il puisse non pas juste avoir des vidéos et un plan d'entraînement, mais aussi une connaissance un peu vulgarisée scientifiquement, mais au moins qu'il puisse repartir avec quelque chose, une certaine connaissance et qu'il puisse voilà, qu'il ait compris un peu ce qu'il est fait. Et je vends aussi du coup dans mes programmes bien sûr des cours d'anatomie en fait, pour que le sportif il comprenne comment fonctionne le genou, comment fonctionne la cheville. C'est pas juste des articulations, il y a des muscles qui sont reliés à ça. Et l'idée c'est que le sportif il puisse comprendre qu'une flexion plantaire ça engage le mollet. Donc s'il a mal quand il met la pointe de pied vers l'avant, dans ce cas-là il sait que c'est principalement dû au muscle du mollet par exemple. Donc l'idée c'est de repartir avec une certaine connaissance pour que le sportif il n'ait pas juste un feedback et une vidéo et un plan d'entraînement, et de pouvoir échanger aussi un peu plus avec lui du coup derrière sur de la vulgarisation scientifique bien sûr. Et comment elle se passe cette formation du coup? C'est un mélange entre vidéo, texte. Est-ce qu'il y a un suivi? Une espèce de suivi Ouais. Ouais, en fait les sportifs ils reçoivent leur prog à la semaine. Ils ont 3 séances normalement à faire dans la semaine. J'accepte 2 pour ceux qui ont beaucoup de travail et pour ceux à qui c'est compliqué du coup d'intégrer de la mobilité en plus potentiellement de leur séance à côté. Mais effectivement, après chaque séance, ils sont obligés de me faire un retour. Donc tu multiplies le nombre de sportifs par 3 du coup par semaine. Ça te fait à peu près le nombre du coup de feedback que je reçois à la semaine. Et puis moi après derrière, j'ai des tableaux que je remplis. Si le sportif il me dit sur l'exercice numéro 5, RAS, je note RAS. Par contre, s'il me dit là, sur cet exercice-là, j'ai un problème au niveau de la hanche et ça me fait mal ici, moi je note. Et puis l'idée c'est de corriger les intensités, de revoir avec le sportif comment il effectue le mouvement. Et puis au fur et à mesure, de repasser du coup sur un mouvement où il n'y a plus de douleur. Et puis avancer comme ça en fait avec lui pour que ce soit un peu plus spécifique. Ça se rapproche un peu en fait de la programmation qu'on peut avoir en street, quoi. Exactement. Exactement. Il y a une sorte de principe commun en fait qu'on a de toute façon, c'est la prog. Après, comme je dis souvent, et ça tu le sais Greg, c'est que le meilleur outil de la préparation physique c'est la gomme. Donc parfois il faut gommer, refaire et puis avancer. Mais effectivement, on a ce principe commun de programmer. Et puis en fonction des retours des sportifs, on ne peut pas tomber juste des fois sur le mouvement. Parfois, moi, le sportif, il peut avoir très mal et du coup, je suis obligé de corriger sur la séance d'après. Mais ça fait partie de notre rôle en même temps, d'être à l'écoute de leur retour. Donc, principe commun en réhab et en préparation physique, c'est la prog. Ouais. Okay. Et c'est quoi pour toi les erreurs les plus fréquentes dans le travail de mobilité? Déjà, la compréhension. Ouais. Est-ce que même peut-être déjà, nous, c'est vrai qu'on le sait, mais une définition quand même assez brève et quand même
clair de la mobilité pour les Ouais. gens qui ne connaissent pas ou pour qui c'est un peu flou, tu vois. Déjà, il y a une différence entre mobilité et mobilisation et je vois souvent la confusion. La mobilité, c'est le développement de la force et du contrôle moteur et c'est aussi un passeport avec la souplesse. Donc, à partir du moment où on met de la force et qu'on travaille dans des amplitudes de mouvement qui sont un peu limitantes du coup pour les sportifs, et ben là, on va pouvoir développer la mobilité. Donc, tout ce qui va être des mouvements de bras classiques, comme on voit les joueurs de foot s'échauffer, ça, c'est de la mobilisation. Ils ne développent pas leur mobilité. La mobilité, c'est du contrôle moteur, c'est de la force et c'est de la souplesse. Donc, à partir du moment où on regroupe au moins ces trois piliers, c'est que là, on peut axer sur la mobilité. Vous avez compris, les gars, mobilité, c'est bien, ça demande de l'effort, de la concentration et de la force, c'est pas, voilà, c'est pas chill, quoi. Des fois, les gens, ils peuvent se dire, oh, je suis une petite séance de mobilité, vas-y, ça prend pas trop d'énergie et tout. Non, c'est Ouais. un vrai travail qui est derrière, une vraie programmation, il y a des formations derrière. Donc, voilà. Faut pas confondre, ouais, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui disent je fais de la mobilité sur un jour de repos, mais quand on a Ouais. compris que la mobilité c'était de la force, ça veut dire que ces personnes-là, bah, soit elles font pas de la mobilité et elles font de la mobilisation, soit elles sont pas sur un jour de repos. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, faut pas confondre les deux effectivement. Ouais, Donc, justement, la mobilité, peut-être même mieux l'intégrer dans une séance après, avant ou après une séance, j'imagine. ouais carrément. de En fait, tout ce module, toi, tu sais que je fais ma mobilité parfois en début de séance sur des rotations articulaires contrôlées. Et puis sur les jours où je vais pas au street, ben, je peux faire des vraies séances de mobilité et j'en chie tout autant, quoi. Donc, Ouais. Justement, tiens, par rapport à ça, pour toi, la mobilité, est-ce qu'il y aurait plus d'avantages, d'intérêt à le faire plutôt en début de séance, plutôt en fin de séance, ou même peut-être par exemple en milieu de séance, par exemple sur des temps de repos, je sais pas. Comment, d'un point de vue théorique et après d'un point de vue pratique, qu'est-ce que serait pour toi le plus intéressant à faire? le plus bah, alors j'aime pas donner trop de livres d'or ou de recettes Ouais. miracles, mais pour donner une idée, moi comment je fonctionne en tout cas, c'est que je mets ma mobilité en début de séance, mais je vais pas à fond, je suis pas à 100%. Je fais beaucoup de rotations articulaires contrôlées, alors, du coup moi surtout de l'épaule et de Tu peux coude. définir ça justement pareil, pour ceux qui connaissent pas trop, à qui ça parle pas trop. Ouais. Alors les rotations articulaires contrôlées, c'est explorer une amplitude de mouvement du coup dans tout ce que l'articulation est capable de faire. Donc l'épaule, c'est celle qui est capable de faire la plus d'angulation dans le corps humain. Si on pouvait faire la même chose avec le coude, on aurait un gros problème, je pense. Donc c'est de balayer en fait toute l'amplitude qu'on est capable de faire sur un mouvement d'une articulation. Est-ce que là, par exemple, pour ceux qui ne comprennent pas, qui regarderont aussi la vidéo, tu peux par exemple même montrer concrètement à quoi ça ressemble une répétition, qu'on voit l'intention et comment ça se fait. Ouais. On voit que c'est pas juste comme Ouais. un échauffement classique comme on faisait à l'ancienne. Ouais, je peux le faire sur l'épaule, ce sera le plus Ouais, simple. par exemple, ouais. Je sais pas si je peux me mettre debout, Greg, par rapport au truc. Ok. Non, je pense que je peux rester assis. La mobilisation, c'est ça. Ça, c'est de la mobilisation. Ouais. D'accord. Ouais, l'inverse, c'est pareil. Voilà. On n'a aucune intention en fait. On bouge un peu, mais On va juste balayer un tout petit peu l'amplitude, mais elle n'est pas maximale. Donc moi, ce que je fais pour mon épaule, c'est que je me place en rotation externe. Ensuite, je pars sur une abduction. Je passe en flexion. Une fois que je suis arrivé en flexion ici, je suis bloqué, donc je suis obligé de passer du coup en rotation interne. Et là, du coup, je peux partir en extension. Et du coup, je suis en rotation interne et puis je reviens à côté de la hanche. Puis je fais le mouvement inverse. Et en fait, c'est pas juste l'idée de bouger le bras facilement, c'est de forcer à chaque fois. Donc là, je suis sur ma rotation externe, je force toujours sur ma rotation externe. Je bascule en abduction, je reste le plus possible en rotation externe et dès que je suis coincé là, bah là, je bascule en rotation interne. Et là, du coup, je peux partir en extension et je gratte toujours à chaque fois le plus possible, quoi. Du coup, est-ce que faire ça, le mouvement que tu viens de faire, donc, sans le vrai contrôle, c'est-à-dire que tu es comme ça, mais voilà, tu n'es pas à fond, tu es comme ça, et tu fais assez rapidement, en mode relâché. là, c'est la mobilisation. Bah, en tout cas, ça peut rentrer beaucoup moins à faire de la mobilité. Là, la mobilité, c'est je force sur une limite d'amplitude pour pouvoir préparer mon articulation à ce que je vais lui demander de faire, des tractions, des muscle-up, ce que tu veux, et de promouvoir tous les mécanorécepteurs qui sont à l'intérieur pour leur dire là, il faut être prêt, il faut être engagé parce qu'on va faire du coup des exercices qui vont demander de la force, qui vont générer de la force. Donc, il faut pouvoir la préparer du coup dans tout ce qu'on est capable de faire avec elle. C'est intéressant de faire de la mobilité vraiment poussée avant la séance aussi. Ça peut fatiguer, mais c'est intéressant. Du coup, on en revient à la question de Jeezy de tout à l'heure, comment on peut agencer tout ça. Moi, ce que je fais, c'est qu'en général, sur mon début de séance, je fais beaucoup de mobilité articulaire, la cage thoracique, la hanche, l'épaule. Je reste entre 60 et 80% de la force que je suis capable de générer au maximum. Donc, j'envoie quand même une certaine intensité. Et après, je fais mon cœur de séance de street. Et les jours où je vais pas au street, là, je vais profiter pour faire une séance de mobilité
entière où là, je vais forcer à 100%. Donc là, je vais vraiment envoyer du steak, quoi. Donc voilà comment moi je découpe mon truc, tu vois. Je fais jamais du 100% quand je suis sur un jour de street. Je fais mon 100% sur les jours où je ne vais pas au street. Et les jours où je ne vais pas au street, c'est pas des jours de repos, du coup. Oui, Ouais, C'est des jours de. vraiment un Ouais. jour où tu as une fatigue Déjà une nerveuse. activité physique. Exactement. Du coup, est-ce que tu as Exactement. un jour de repos dans la semaine? Non, enfin ça dépend. C'est agence, Gilles le sait, mais ça dépend en fait. Ça dépend aussi de comment je vais agencer ma semaine. Des fois, moi, le mardi soir, j'ai match de foot avec les copains. Du coup, je vais peut-être pas aller au street le matin ou je vais peut-être pas faire de course à pied le matin, tu vois. Mais je crois que à peu près chaque jour dans la semaine, j'ai un truc de prévu, tu vois. C'est très très rare que je ne fasse rien en tout cas. Une séance de foot ou de la mobilité? Ouais, des fois les deux dans la même journée. Tu vois, des fois je vais courir le matin, le soir je vais au street parce que je suis plutôt du soir moi pour m'entraîner. Ouais, mais c'est très rare qu'il y ait une journée où je fais rien, quoi. Très très rare. Moi, une question qui m'est venue tout à l'heure, tu vois, quand tu Mm. faisais ton mouvement, tu parlais de voilà, rotation interne, Mm. externe, adduction, etc. Est-ce que justement le fait de faire de la mobilité, ça te permet pas justement de mieux prendre conscience de ton corps dans l'espace, au niveau proprioception, de bien prendre conscience de ok, bah, qu'est-ce que c'est la rotation interne, quand est-ce que j'y suis, quand est-ce que j'y suis pas, Mm. comment je déplace mes segments. Est-ce que il y a un transfert comme ça sur tout ce qui est proprioception et conscience du corps dans l'espace? La proprioception, c'est la conscience du coup de notre corps dans l'espace, effectivement. Donc déjà quand on a compris que la proprioception c'était pas rattaché au déséquilibre, C'est pas l'équilibre. on C'est a méga, ça n'a rien à voir. on a déjà gagné beaucoup. On en avait parlé, Greg, un peu déjà ensemble. Et effectivement, du coup, alors je sais pas si tu vas. Alors je pense que oui, tu vas améliorer ta proprioception, mais tout ce qui est rotation interne, rotation externe, c'est aussi de la compréhension biomécanique Oui. et anatomique. Donc on a aussi l'aspect de comprendre comment le corps s'articule, quels sont les muscles qui sont responsables d'une rotation externe, d'une rotation interne, d'une flexion, d'une extension, enfin voilà, tous les mouvements, je vais pas tous les citer, mais je pense que oui, on a le développement de notre proprioception et du coup de la connaissance de notre corps, biomécaniquement parlant en tout cas. Même si je détestais les cours biomécaniques pour le coup. Oh, c'est étonnant. Et c'est très étonnant et j'adore ça aujourd'hui, hein. Ouais, oui. Ah, Ouais. voilà. Donc on peut. Ouais. Mais c'est hyper important de comprendre ça. Après, tu vois, quand on a la tête en bas, quand on est en scène, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de s'imaginer dans l'espace. Donc, je crois que moi, j'ai pas, quand je fais des figures, quand je suis en muscle-up, je me dis pas à un moment donné, oh tiens, je suis en rotation interne, des pots, trop bien. Donc, je fais mon mouvement et voilà. Après, je sais comment ça s'engage, mais j'en ai pas conscience sur l'instant T en tout cas. Ah, mais justement, imagine non, que tu dois changer ta technique. Même si ta technique, elle, du coup, elle est magnifique. Parce que, voilà. Est-ce que tu n'aurais pas justement plus de facilité tu vois, à changer ta technique parce que tu as conscience de ton Mm. corps, tu vois. Imaginons. Moi, j'ai un exemple. Moi, Vas-y. j'ai un exemple. Moi, j'ai un déséquilibre sur l'épaule gauche. Ouais. Et quand je tire en traction, si volontairement, je ne me dis pas de rester en rotation interne, externe, c'est galère quand Bah Mm, oui. mm. rotation externe comme ça, si je me dis pas de rester un peu comme ça, bah mon coup de gauche il part, tu vois. Et du coup, est-ce que là, ça peut aider de faire du travail de mobilité à prendre conscience de ça et à. Bah, carrément, parce que ça veut peut-être dire que qu'il y a une partie de ton épaule ou de ton coude du coup qui veut pas être dans une certaine amplitude, donc tu aurais tout intérêt à développer cette nouvelle amplitude du coup qui est peut-être coincée pour l'instant ou qui est inaccessible pour pouvoir bah, gratter ta mobilité et avoir un peu plus du coup d'amplitude de mouvement sur ton épaule. Donc oui, j'aurais tendance à dire que oui, carrément. Et t'en as parlé l'autre jour en story de ça d'ailleurs, de ce tirage de traction parce que ça me parle. Ouais, j'en ai parlé quelque chose, je pense. Ouais, ouais, ça me parle. Donc oui, carrément. Après, les gars, le déséquilibre, il y a plusieurs raisons de déséquilibre, hein. Ça peut être de la technique, ça peut être justement des déséquilibres musculaires, ou même au niveau de la coordination neuromusculaire. Enfin, il y a plusieurs raisons, mais voilà. Moi, je J'ai pense que c'est surtout problème vertébrale. Toi, tu penses que c'est la colonne vertébrale, surtout avec ta système musculaire, c'est ça? S'il faut, S'il faut. l'autre truc, pas la scope. Lordose? Ouais, peut-être s'il faut lordose. Ok. Du coup, c'est comme ça. Donc, si c'est comme ça, forcément, bah, l'épaule gauche, elle est un peu plus là et un peu plus en avant. Ah oui, oui. Du coup, Oui, c'est vrai que ça, tu m'en as parlé plein de fois déjà. Quand tu te tenais, tu avais. en fait, toute ma chaîne un peu. Mhm. Forcément, comme c'est une chaîne, toute ma chaîne. Ouais. Mais ça, c'est de mieux en mieux. Franchement, c'est vraiment. Déjà, t'en as conscience, c'est déjà pas mal. Ah oui. Après, à toi de corriger aussi sur de la mobilité de l'épaule, de la cage thoracique. Ouais, On n'en pense pas aussi, mais les vertèbres cervicales, pareil, on peut faire de la mobilité sur toutes les articulations du corps en fait. Donc, il faut vraiment bouger, hein. Moi, je fais tout le haut du corps quand je vais au street. Ça me prend 10-15 minutes, mais moi, je le fais. Et derrière, je sais que mon corps, il est préparé. C'est vrai que moi, je le fais plus en fin de séance pour un gain de temps, parce que forcément, rajouter une séance dans la journée ou dans la semaine, tu vois, c'est compliqué. Mm. Je le fais vraiment en fin de séance. J'essaie de prendre un peu de repos quand même entre ma séance et la mobilité. Et je le fais en fin de séance avec intention max, quoi. Donc, je sais pas si c'est une bonne chose.
je vois déjà des progrès depuis. Dès que tu mets de la force, de l'intensité et du contrôle moteur, tu vas forcément développer quelque chose. Après, il faut aussi aller gratter du coup les limites d'amplitude. Si tu travailles dans les amplitudes que tu connais déjà, bah, tu vas les renforcer, c'est très bien. Mais le but de la mobilité, c'est aussi non pas seulement de l'explorer, mais de la développer en fait. Donc il faut aller gratter, tu vas vraiment aller chercher loin sur l'amplitude, et puis gratter derrière, quoi, au fur et à mesure. Et puis tu vas gagner en espace capsulaire, et puis derrière, tu vas gagner du coup en hypertrophie de tout ce qui se passe à l'intérieur de ton articulation. Donc let's go quoi. Je peux pas faire de la mobilité en étant comme ça. Quand je fais la mobilité, je suis tranquille. Voilà, Si je fais ça, là, c'est pas de la mobilité, quoi. Je mets aucune intention, pas de force. Je fais des grimaces. Ouais, j'ai une question qui vient de me venir. Quand tu fais de la mobilité, j'imagine que du coup tu priorises, en fait, tu fais surtout par rapport à ce dont tu as besoin. Imaginons que tu as un gros point, enfin, imagine que tu as une articulation, au niveau mobilité, tu es OK dans un certain axe. Tu n'as pas forcément besoin de la faire parce qu'elle est bien renforcée, elle est bien développée. Est-ce qu'il y a comment dire, une fréquence intéressante pour quand même aller dans cette amplitude-là pour pas perdre justement cette mobilité qu'on a? Je sais pas si ma question elle est claire ou pas. Tu veux dire en termes de progressivité, en fait Non, mais en fait, juste pour entretenir, tu vois. Imagine, je sais pas, moi, tu as une très bonne rotation interne d'épaule, par exemple. T'as pas besoin de la développer parce qu'elle est déjà développée au max. Tous les combien de temps, il faut quand même la refaire pour pas perdre cette mobilité? Bah, j'ai envie de te dire tous les jours. Enfin, tu la fais quand même, d'accord. Tu peux Bah pas oui. dire, par exemple, je la fais tous les 10 jours ou tous les 2 semaines pour garder. Tu as besoin quand même de la solliciter quand même tout le temps, quoi. Bah, le mieux, ce serait de le faire le plus souvent possible, effectivement. Okay. De toute façon, plus tu en mettras, et mieux ce sera. Ouais. Il faut quand même avoir ça en tête. Après, bah, évidemment, on manque tous de temps, on a tous nos boulots, on peut pas tout faire, sinon on aurait des séances de 5-6 heures. Et puis, je pense que le système nerveux, il serait bien trop fatigué pour engager tout ça à chaque fois. Mais en tout cas, le plus souvent possible, ne pas hésiter à les intégrer pendant les échauffements, mais sur des intensités un petit peu inférieures à 100%. Et puis, quelques fois par semaine, bah, pas hésiter justement à les gratter à 100% et puis à transpirer un petit peu du coup sur les mobilités de ton articulation, quoi. Donc, dès que tu peux la mettre en place, let's go, quoi. Moi, tu vois, des fois, je dis à mes sportifs, principalement du coup bas du corps, mais t'es au feu rouge, et hop, tu t'envoies de la mobilité articulaire, de la rotation articulaire contrôlée de la cheville, et puis ça y est. Tu les mets tout le temps, en fait, dès que tu peux les mettre, tu les mets en place, quoi. Tu gagnes du temps, tu es devant la télé, et hop, tu te balances tes rotations, et puis c'est OK. Est-ce que ça peut être pertinent pour de faire ça entre les séries sur un temps de repos, pour ceux qui veulent gagner du temps, par exemple, mais sur autre chose? Imagine, par exemple, tu fais une séance sur un muscle-up, et tu fais, par exemple, ta mobilité, tu vois, de cheville ou de hanche, de genou, c'est qui n'est pas trop impactant sur le muscle-up, sur tes temps de repos. Surtout quand nous, on fait de la force, on a des temps de repos assez longs, on ne sait pas trop quoi faire. Parce que, OK, tu te reposes, tu analyses ta vidéo, mais tu n'en as pas pour 5 minutes à chaque fois. Est-ce que c'est quand même pertinent de mettre ça justement à ce moment-là, ou c'est un peu trop taxant justement au niveau du système nerveux? Bah, j'ai envie de dire, bonne question pour le coup. Moi, des fois, je le fais entre mes séries, surtout sur ma hanche. Je le fais beaucoup. Je fais beaucoup de pels rails entre du coup mes séries de traction ou de muscle up. Mais je sais pas encore quels sont les réels impacts sur ma traction ou sur mon muscle up pour le coup, tu vois. Donc, j'ai envie de dire, je pense que chacun est un petit peu différent et ça dépend aussi de ta forme du jour. Ça dépend de si tu as envie vraiment d'envoyer du steak sur ta mobilité de la hanche. Mais moi, en tout cas, entre mes séries, je le fais. Mais alors, tu peux le faire même pas systématiquement, mais sur comme de mobilité ouais, un petit peu, quoi. ouais. Ou alors se placer, tu vois, dans un stretch passif, dans une amplitude assez provocatrice, et puis rester en position comme ça, tu vois, pendant tout ton temps de récup, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant à faire. Je pense pas assez. Moi, des fois, je me mets en 90-90 de la hanche, et puis j'attends tranquillement comme ça que mon temps de repos il passe, quoi. Le 90-90, c'est pour travailler notamment sur la rotation interne de hanche. Tu te mets au sol, tu sais, t'as les deux genoux fléchis, et puis l'axe entre les deux fémurs aussi à 90. Ouais. Ouais, exactement, ouais, tout à fait. Même mettre en squat profond, des choses comme ça peut être intéressant. Bah carrément, bah, le squat, on a forcément une rotation interne fémorale, donc on a tout intérêt à travailler sur notre 90-90 justement pour travailler le squat, ouais. C'est intéressant. Ouais, c'est sûr que ça dépend aussi du format que tu as. Si tu as vraiment un gros muscle up à passer, oui, ouais, bien sûr. Truc, ouais. tu vois, je pense qu'il vaut mieux optimiser. Il y a plein de paramètres à considérer. Si tu fais du muscle up lesté, est-ce que tu vas être fatigué nerveusement avant sur la hanche? Bah, je suis pas sûr, tu vois. Si t'as un seul muscle up à faire, pourquoi pas? Ou si tu es en déload, enfin voilà, il y a tout ça à considérer aussi, bien évidemment. Et du coup, c'est un peu relié, mais l'échauffement et du coup, notamment la mobilité un peu plus légère, donc pas à 100%. Si par exemple je fais haut du corps début de séance et bas du corps fin de séance, commencer l'échauffement pendant le bas du corps, pendant le haut du corps, alors, pour un peu gagner du temps. T'en penses quoi au niveau nerveux?
Ben, pareil, bonne question. Moi, j'aurais tendance à profiter peut-être des effets, enfin, à profiter des temps de récupération pour tranquillement réchauffer un peu le bas du corps si jamais tu bosses le haut du corps en début de séance. Ouais, exactement. Puis peut-être pas. Alors après, on va pas rester 4 heures à la salle non plus ou 4 heures au parc, mais après, voilà, profiter aussi de peut-être bien se réchauffer correctement derrière. Mais voilà, faut pas non plus aller se fatiguer nerveusement. Puis garder aussi un peu de force. Enfin, on sait dans le développement de la force, si tu mets tes exercices au début, c'est qu'il y a une raison. On en a parlé un peu l'autre jour. Mais je suis pas sûr que du coup, dans une séance, tu ailles bosser et ta force du haut du corps et ta force du bas du corps, quoi. Je suis pas sûr que ce soit très. En général, on va pas mettre des mouvements. Ouais, Tu vois, les formats principaux, on va pas les mettre ensemble dans la même séance. ouais, On en parlait exactement. un peu tout à l'heure. Ouais, on a fait notre visiteur, on en parle. Ouais, On va pas mettre squat principal, dips principal. On va essayer quand même de- de changer. S'il y a du dips et du squat, il y ouais. en a un qui sera principal, l'autre qui sera plus secondaire. Donc en général, sur une autre qualité, Mm. la force, puissance. Donc, ouais, tout. Et Moi, puis je. aussi, je pense au ressenti. Quoi. Tu Ouais. sens que Mm. tu fais ton haut du corps, tu t'échauffes bas du corps, tu fais de la mobilité, et si tu sens que ça te fatigue, bah, jauger par rapport à ton ressenti. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Ça va être assez intuitif sur ça. Quoi. Moi, en cœur de séance, enfin, en séance classique, je serais assez fan de travailler plutôt l'ensemble du corps, tu vois. Mais effectivement, si tu fais la force sur le haut du corps, peut-être que derrière, sur le bas du corps, tu peux peut-être faire des trucs un peu plus déchargés. Et puis, je sais pas moi, inverser le lendemain ou voilà. Enfin, il y a toujours moyen, la prog, elle a toujours moyen de se spécifier aux sportifs et du coup de sa demande. Mais en termes de système nerveux, ouais, je suis pas sûr que ce soit très pertinent de faire une grosse séance haut du corps et d'enchaîner tout de suite derrière sur une grosse séance bas du corps. Et écoute, je voulais qu'on parle du fait que toi, tu fais de la course à pied, du coup, tu fais aussi ouais, course à pied. Mm. Tu fais un sport à dominante plus aérobie ou pas? Non, principalement course à pied. Alors si, je fais un peu de vélo aussi du coup. Ah, vélo aussi. Ouais, pour sortir un peu et pour avoir des temps, enfin, pour avoir un peu de travail un peu plus long aussi. Notamment là, quand je rentre dans mes préparations de trail et d'ultra trail, bah ouais, je pars sur du vélo derrière. Donc ouais, et puis pour varier aussi. Moi, enfin, ça me plairait pas de faire 4 sorties de course à pied par semaine, tu vois. J'aime bien faire aller 2, 3 sorties de course à pied et puis une bonne grosse sortie vélo, tu vois, ou enfin, une grosse sortie entre 40 et 50 km, tu vois. qu'on aille au Nord, allez, après, tu sois à Nantes. Bah, tu peux venir à Nantes hein, si tu veux. Oui, On y est dans 2 semaines. Très bien. Donc oui, carrément. Mais ouais, course à pied, vélo, quoi. Je voulais qu'on parle un peu, tu vois, de comment toi tu gères ces entraînements-là de dominante aérobie et les entraînements de street. Mais si c'est pas toi qui fais tes entraînements de street, comment tu les organises, comment Juste avant. Donc juste avant, petite précision pour savoir comme c'est moi qui. Au calme. Hein? Au calme. T'as fini ta phrase, non? Ouais. Les gars, mettez dans les commentaires si je l'ai coupé ou pas, mais je pensais pas. Ça, on peut. Moi, je ferais flèche de gauche, replay 10 secondes en arrière et je regarde. Comment tu les organises, Juste avant. Juste avant. Non, mais je voulais dire avant qu'ils répondent parce que c'est assez particulier dans le sens où, surtout sur les personnes qui s'entraînent de manière très cadrée, millimétrique, qui visent vraiment la grosse performance, ils ont, sur la programmation de street, ils ont un truc où chaque jour ils ont un truc, ils ont la séance du lundi, la séance du mardi, etc. Et comme du coup, c'est moi qui prog Brendan, donc juste pour préciser le contexte, en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on détermine un nombre de séances. En général, ça va être 3 ou 4 séances la semaine. Moi, je lui fais ces séances où je prends en gros pas mal de marge parce que je sais que bah, des fois, il s'entraîne le matin, des fois l'après-midi, des fois 2 jours d'affilée, des fois il y a 2 jours de repos. Pour bah, justement qu'en fait, comme je sais qu'il s'y connaît assez bien et qu'il n'a pas des objectifs très élevés, c'est-à-dire que je fais 3-4 séances qu'il peut en fait gérer, enfin espacer comme il veut. Quoi. Juste par rapport à ça, parce qu'il y a des gens tu vois, qui programment par rapport à la journée. Tu vois. Donc, juste pour préciser sur ça. Quoi. Bah, exactement. Bah, en fait, ouais, j'ai pas les mêmes semaines. En fait, j'ai toujours le même nombre de séances à faire, mais je gère jamais ma semaine de la même façon. Ça va être un casse-tête pour toi. Mais en fait, j'ai mon rythme de vie qui m'impose jamais la même séance, enfin la même semaine. Pas trop de semaine sur l'autre. de régularité en fait. Ouais. C'est très variable en fait. Exactement, ouais. Et des fois, les 4 séances de la semaine, elles sont bloquées 4 jours d'affilée. Ouais. Et des fois, il y a une séance, 3 jours de repos, une séance. Enfin, ouais. C'est très. Mais ça peut être une limite aussi. Hein. Et des fois, je le vois, des fois, je le sens. Arriver à la 4e séance, quand j'en fais 4 d'affilée, ben, je suis cuit. Mais bah, parfois, j'ai pas le choix parce que je peux rentrer à Lorient le week-end. Donc, il y a la route à faire. Quand je suis à Lorient, ben, voilà, je profite aussi de voir ma famille et mes copains. Donc, je sais que je vais être très just dans ma semaine sur Nantes. J'ai mes sorties vélo et course à pied. J'ai mes sorties foot avec certains copains aussi. Donc,
Des fois, ouais, c'est pas facile. Donc, quand je mets 2 séances dans la même journée, généralement, ce que je fais, c'est que je mets une séance de street le matin et le soir, je vais courir. Voilà comment j'organise mon truc. J'ai déjà fait l'inverse et pour moi, l'inverse ne fonctionne moins bien en tout cas. Quand je vais courir le matin, c'est plus difficile de faire ma séance de street le soir en tout cas. Je suis d'accord, ça me paraît naturel, mais comment tu l'expliques? Bah, peut-être que c'est ma prédisposition anatomique qui veut ça aussi. En vrai, je pense pas, parce que je pense que ça ferait ça une majorité de personnes. Hein. Ouais, je pense que Peut-être, ouais. je pense que tout le monde aurait le même Ouais, en vrai, ouais. problème. C'est quand même très fatigant. Moi, je le vois quand je vais faire des séances de vélo. Si après je vais à la salle, même si c'est pour du haut du corps. Hein, C'est énergivore en fait. ah ouais, C'est très énergivore, ouais. après, ça dépend si Mm. t'as roulé, si t'as mouliné ou si t'as vraiment. mais tu même. vois. Mais franchement, ouais, c'est énergivore. Et. Ouais. C'est quoi la question? Oui, comment tu l'expliques? Comment on l'explique, ouais. Ouais. Ben, comme je disais, je pense qu'il y a peut-être une prédisposition génétique, mais qui est dépendante individu. Par rapport à comment ça te fatigue, tu veux dire? Ouais, exactement, ouais. Tu sais très bien quand tu vas courir, c'est très énergivore en fait. Enfin, moi, quand je préparais mes 10 km, j'allais au street le soir, j'étais quand même cuit quoi. Donc il y a forcément une fatigue nerveuse qui s'installe. Il y a une baisse de l'intensité après derrière sur ta séance en salle ou au parc. Donc c'est pas facile à gérer. C'est pour ça que bon, je pense que principalement, vous avez raison, la majorité des personnes font l'inverse. Elles font plutôt leur séance de renfo le matin et plutôt leur séance plutôt orientée course à pied ou vélo le soir, quoi. Est-ce que ça pourrait peut-être pas aussi, après ça c'est assez individuel, mais s'expliquer au point de vue de l'alimentation? Parce que je sais quand on fait comme ça, tu vois, entre guillemets, un sport qui creuse, Mm. tu vas courir pendant 1 heure, forcément après t'as faim, Mm. t'as peut-être tendance à manger sans t'en rendre compte un petit peu plus, un petit peu plus lourd, et du coup après quand tu vas faire ton street, forcément tu te sens plus lourd, la digestion est peut-être pas encore finie selon le timing, Mm, mm. ça peut être aussi... Inversement, du coup, si tu as dépensé de l'énergie, et si tu manges pas assez, Ouais, voilà, en plus de ça, en fait c'est ça. si tu manges pas assez, Trouver du le coup, bon t'es en dessous de dosage, la balance ouais. et tu n'as pas l'énergie. Faudrait peut-être qu'on creuse un peu la question du coup, parce que moi je m'y connais pas trop en diète, mais demander à des diététiciens ou des nutritionnistes voir ce qu'ils en pensent aussi par rapport à ça. Ouais. Parce que moi, enfin, moi je suis suivi au niveau diététique et du coup je fais pas l'effort en fait de m'y intéresser, je me laisse guider en fait. Donc ouais. Est-ce que Ouais, bon, c'est pour la assez clair question, comme on réponse l'a ou pas? pas Et il y a quoi d'autre comme avantage, inconvénient, du coup, d'avoir comme ça, une pratique assez hybride entre un peu d'aérobie, un peu de force, un peu d'hypertrophie? Qu'est-ce que tu retrouves comme avantage, inconvénient sur le fait? Bah, je pense que le mot hybride est bien choisi du coup. Je ne demande pas un truc général, je Ouais. parle vraiment sur toi, ton expérience. Ouais. Je pense que le mot hybride est bien choisi. Moi, je voulais pas faire que du street, je voulais pas faire que de la course à pied ou que du foot. J'aime bien explorer un peu tout, tu vois. Alors, je me limite à 3 activités, c'est déjà quand même pas mal. C'est quand même assez complet parce que même en calisthénie, t'as du handstand, t'as l'équilibre, Ouais, des handstand push-up et tout. handstand pull-up, je l'ai pas encore, mais Ouais, encore. et, il râle. Mais ouais, en fait, bah, c'est une question d'être à peu près bien dans tout ce que je fais, tu vois. En street, moi, je veux pas faire forcément de compétition, mais je veux avoir certains mouvements, je veux pouvoir maîtriser mon corps. On parlait tout à l'heure de la proprioception, donc je veux quand même avoir conscience de comment se situe mon corps dans l'espace. Par contre, en course à pied, là, je cherchais de la grosse perf quand même, surtout sur mes 10 km. Mais sinon voilà, c'est avoir une sorte de forme globale, on va dire, de pouvoir toucher un petit peu à tout, tu vois, un peu de renfo, un peu de course à pied et puis me sentir bien en fait. C'est vrai qu'en course à pied, tu as plus d'évolution du coup de performance, de compétition, de compétition. Mm. Est-ce que tu pourrais presque même dire du coup que la course à pied c'est plus ton sport numéro 1 et le street numéro 2, ou tu les mets quand même sur un même pied d'égalité en termes d'investissement que tu mets, d'importance pour toi? Alors mon sport numéro 1 c'est le foot, très clairement. Oui, là t'en fais plus. Là j'en fais Je crois plus, que- mais même ça restera comme le foot parce que je sais pas de quoi l'avenir est fait, mais foot en numéro 1 et je pense course à pied et street Tu les mets sur quand un même même en- pied, ok, ouais. Même si, d'accord, ok. alors tu vois, par contre, en course à pied, là je pars plutôt sur des trails, là, du coup, là, donc de la longue distance. Ouais. Donc là, j'ai pas d'objectif de performance. Par contre, sur mes 10 km, j'avais clairement des objectifs de performance. C'est passer sous la barre des 40 et du coup, d'avoir une vraie perf. Ce Ok. qui est pas le cas, du coup, du street, par contre. Enfin, en tout cas, d'avoir des perfs pour moi. Mm. Et par contre, si je reprends le foot, ma perf, c'est de gagner, quoi. Donc, Ok, ouais, ok. je les mettrais plutôt ouais, sur la même. En Voilà. tout cas, mes trails et mes streets, c'est la même chose. Après, peut-être les courses à pied plus petites, 5 et 10 km, numéro 2 et numéro 1, ça reste le foot. Ok. Donc après les gars, comprenez là, ça c'est une question vraiment très individuelle.
chacun après a la vision qu'il veut du sport aussi par rapport à ses objectifs. Là, il n'a pas un objectif de faire une grosse compétition comme par exemple la FNSL voilà, à niveau national ou national rep. Forcément, il y a un athlète pour qui c'est l'objectif. Il ne va pas forcément du tout avoir la même vision du truc. Peut-être qu'il mettra un peu de course à pied, mais plus dans un objectif d'améliorer sa récup, sa VO2 max, etc. Et pas dans un objectif de se tuer, de performer en course à pied. Quoi. Améliorer la récup, même potentiellement faire du poids, tu vois. Ouais, pour optimiser ses charges à la fin. Des dépenses caloriques en plus. On a du mal à peu manger. Ça aide. Ça rassure aussi, surtout. Ouais. Et ça fait un peu du bien, si c'est pas une très grosse intensité qui n'entrave pas sur le strip. Ça fait du bien mentalement de se sentir qu'on peut un peu toucher à tout, de faire autre chose, tu vois, changer, de prendre plaisir dans une autre activité, un effort différent. Quand tu fais de la force, enfin là je parle pour cyclisme, tu fais de la force, c'est vraiment des efforts, ça peut paraître très long, ça peut paraître plus long qu'une heure de vélo, une heure de course à pied, parce qu'au final tu attends plus que tu fais l'effort. Ouais, c'est vrai. Donc ça peut faire du bien aussi sur le plan mental, physique. Et en inconvénient, s'il y a une trop grosse intensité, trop grosse fréquence, qui là du coup va avoir des interférences, notamment sur le squat. Parfois je sais que tu fais pas, t'as pas une grosse séance jambes. Non. Je me fais pas, donc t'as pas cette question d'interférence. Mais voilà, si on a du squat 2-3 fois par semaine, rajouter un peu de course à pied de vélo, ça peut être compliqué. Si c'est mal. C'est pas infaisable, mais ouais, c'est très faisable. Faut que ce soit complémentaire en fait. Mais il faut déjà prioriser ce qu'on veut prioriser. Ouais. Alors ses objectifs vraiment clairs. Ouais. Ça dépend. Ah gars. Pourtant ça va, je suis en train de perdre là. Ouais. Après le tir de la squad, il moule bien les tirs. Ouais, c'est vrai. Je l'ai pris en S, ça moule. Ah ouais, il a pris en S aussi. Mais le M, je pétais dedans, le M. Les gars, c'est qui commandait attention parce que ta taille c'est vraiment lourd, mais ça taille un petit peu grand. Tu tailles indirect. Non, je taille pas, juste pour prévenir, pour pas se faire. Oui, il y en a qui sont surprendre à qui on envoie un t-shirt, et après il faut le renvoyer parce que c'est pas la bonne taille. Ta taille c'est une truc, mais ta taille un petit peu grand, c'est juste qu'il faut le savoir. Quoi. Une petite aparté. Non, en vrai, on a bien fait le tour. Moi, cette transition, il y a d'autres questions qui m'intéressaient. Déjà parce que moi, ça m'intéresse, et puis parce que je pense que ça peut intéresser les gens, parce qu'on n'en parle pas énormément. Et je sais que, comme je te connais aussi assez bien, je sais que c'est quelque chose dans lequel tu es assez bien calé. C'est tout ce qui est études scientifiques. Comme je sais que tu lis beaucoup d'études, de papiers, etc. Voilà, déjà, dans les grandes bases, où est-ce que tu les trouves, où est-ce que tu les procures, comment tu trouves une source fiable, comment tu cherches, est-ce qu'il y a un système de mots-clés, comment concrètement tu fais? Là, on veut une masterclass, comment lire une bonne étude scientifique. Ouais, voilà. Comment lire une bonne étude? Déjà, faut trouver une bonne étude. Toute la littérature scientifique, elle est recensée sur un site qui s'appelle PubMed. C'est un peu le Google des chercheurs en fin de compte. C'est un site qui est accessible à tous d'ailleurs. Et en fait sur PubMed, tu as une barre de recherche et tu tapes tes mots-clés. Donc forcément, alors toute la littérature scientifique est en anglais parce qu'il faut que tous les chercheurs du monde puissent se comprendre entre eux. Donc la langue commune du coup à la littérature, c'est l'anglais. Et derrière, moi je tape les mots-clés en fait qui m'intéressent. Puis derrière, je vais lire aussi un petit peu le résumé, l'abstract en fait comme ça s'appelle. Et puis je regarde si ça m'intéresse. Et puis si je vois qu'il y a des notions qui m'intéressent dans l'abstract, et dans ces cas-là, je peux aller taper l'étude. Et après, alors au début, c'est un peu tatillon parce que quand on s'y connaît pas trop, on sait pas trop où on va. Mais en fait, on se rend compte que très souvent, c'est un peu les mêmes noms de chercheurs qui reviennent. Donc moi, j'ai un peu ma base de chercheurs aussi que je suis finalement. Quoi. À force d'en lire, ouais, t'as limite trouvé ta base de chercheur et tu cherches des fois par chercheur. Ouais, carrément, ouais. Ouais, exactement. Et moi, quand je tape quand je vais essayer de lire la littérature sur le sommeil, je sais que je vais aller chercher sur des chercheurs français que j'ai eu la chance d'avoir du coup sur des visios quand j'étais en master. Donc je vais chercher chez eux. Je regarde aussi quelles sont les études que eux ils ont utilisées. Et puis derrière, en fait, c'est très facilement dedans finalement. C'est hyper simple en fin de compte. L'information est hyper accessible aujourd'hui et il faut juste être désireux d'aller la chercher. Et une fois que tu l'as, ouais, c'est facile. Hein. À quelle fréquence toi tu lis des études, des articles scientifiques? Je sais pas, je dois en lire peut-être 3 à 4 par semaine à peu près, mais sur des sujets qui m'intéressent. Je pense que je suis très en retard en plus sur la littérature, tu vois. J'en lis. Dans ton domaine ou dans dans les domaines qui m'intéressent en tout cas, parce qu'en fait la science c'est un perpétuel recommencement, c'est très cyclique, donc voilà. Et moi des fois je lis de la littérature de 2005, tu vois. Parce qu'il faut aussi regarder ce qui s'est passé un petit peu en arrière. Et puis des fois, je reviens sur du 2019, 2022. Donc voilà, il y a ce truc un peu cyclique. Je dirais 3 à 4 par semaine à peu près. Tu vois, là, je suis beaucoup sur le collagène en ce moment. Donc je lis un petit peu ce qui se passe sur le collagène. Il y a de la littérature
récente sur ça. Tu vois, là, je suis en train de lire le papier de 2022. Et attends, Pour les gars, on a fait une pause, petit problème de caméra. Je voulais que tu, à part si tu te rappelles de ce que tu disais, j'aurais bien aimé que tu redises ce qu'on a dit en off du coup. ouais, On a sur parlé en le. off, en 5 minutes. On était, je sais sur quoi on était déjà. On était sur comment je trouve les études. Ouais. Donc Ça. PubMed, du coup PubMed, donc vocabulaire scientifique anglais forcément, parce qu'il faut que tous les chercheurs du monde puissent se comprendre les uns les autres. Donc, et puis après, une fois que tu as la littérature, comme je disais, du coup, c'est souvent les mêmes chercheurs qui reviennent, les mêmes noms. Et du coup, moi, une fois que j'ai un papier, je vais aussi regarder quelles sont les études qu'il a lues. Généralement, les premières études, c'est ceux sur lesquels il s'est le plus appuyé, si c'est pas classé dans l'ordre alphabétique, du moins. Mais du coup, ça te permet de très rapidement avoir, en fait, d'avoir de la littérature scientifique. Et c'est pas si compliqué que ça. Moi, tu vois, sur ma formation sur le sommeil, je crois que j'ai 55 papiers au total. Ça va très vite en fait de tous les avoir. En fait, c'est très rapide. Donc c'est pas si compliqué que ça. Comme ce que je disais, du coup, c'est que l'information elle est très accessible aujourd'hui, mais on est très peu désireux d'aller la chercher. Et surtout, on est très peu désireux de vouloir entendre autre chose que ce qu'on connaît. Donc ça, c'est un peu aussi les croyances collectives, mais voilà, c'est hyper simple d'avoir de la littérature scientifique. Donc sur PubMed ou sur ResearchGate, on a des PDF gratuits. Parfois, les PDF, ils sont pas gratuits. Et du coup, là, il faut juste envoyer un mail au chercheur. Sur ResearchGate, du coup, c'est hyper bien fait. En plus, il y a des messages qui sont prédéfinis. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer envoyer un message au chercheur. Et derrière, ça te génère un texte automatiquement. Et puis, le chercheur, lui, il t'envoie son papier. Et donc, pourquoi il envoie son papier aussi facilement Ouais. Parce que quand le chercheur, il publie son papier, du coup, dans un journal, derrière, il n'y a plus accès à ce papier-là. Donc, au lieu que une personne comme moi en fait paye 50 livres ou 50 dollars et pour que le chercheur lui derrière il n'en ait rien en fait, vu que tout tombe quasiment chez le journal, le chercheur il a tout intérêt à te l'envoyer gratuitement. Comme ça, toi tu peux le lire et puis en plus tu peux en parler. Parce que s'il me l'envoie pas, peut-être qu'il va se dire, en fait, ce mec-là, il va peut-être pas acheter le papier du coup. Et donc, du coup, je pourrais pas lire et je pourrais pas en parler. Donc, lui, ça lui fait de la pub un peu gratos. Parce que le chercheur, quand il met sur le site, il doit payer et il n'a pas de retour sur l'investissement qu'il a investissement. Du coup, il n'a pas de retour. Parce que Puis il perd les droits. En fait. Et il perd les droits. Et publier, ça coûte très très cher. Comme je disais, ouais. Ça peut coûter très cher. Qu'ils font de l'argent. Si tu veux publier dans un très très gros journal pour avoir un gros référencement scientifique, il faut casquer un peu, quoi. Faut avoir des bonnes subventions derrière pour assurer. Ouais, tout à l'heure je parlais de 8-10 000 euros. Moi j'ai un copain qui est chercheur, je crois que sa publication il a payé 1000 balles, je crois. Mais dans les très très gros journaux, je pense que tu peux monter à 8-10 000. J'ai pas une réelle idée du plus gros prix qui existe, mais j'ai déjà entendu parler de ces prix-là en tout cas. Et bon, je sais pas si ça avait coupé du coup, quand je demandais à quelle fréquence toi tu lis. Si je crois que tu avais répondu un peu tous les 2 jours en gros. Donc... 3-4 par semaine à peu près. Mais comme je disais du coup, mais je pense que je suis un peu en retard. Il y en a qui en lisent beaucoup plus que ça. Mais après, moi je veux aussi garder du temps pour m'entraîner, pour faire ma vie, pour vivre, pour manger. Enfin, je mange pas tous les soirs devant mon ordi, quoi. Ça m'arrive, mais je mange pas tous les soirs devant de la littérature et je me bombarde pas non plus qu'à ça, quoi. Je l'utilise, mais c'est pas non plus 100% de mon temps, quoi. Tu fais quand même un travail déjà sur les écrans. J'imagine que des fois, ça t'arrive aussi de regarder des séries, tout ça. Donc, en plus de ça, lire, c'est beaucoup sur les écrans. Même si tu as le temps, théoriquement, c'est aussi le fait de rajouter du temps sur les écrans. Et puis lire en anglais, c'est pas la même chose que lire en français. Même si au bout d'un moment, tu prends l'habitude parce que le vocabulaire, il est toujours le même, il est très redondant. Mais en fait, des fois, moi, je peux relire 4-5 fois une phrase parce que j'ai pas compris la tournure ou parce que tu sens que c'est vraiment un anglais qui a écrit et du coup, il a utilisé vraiment des tournures d'anglais. Quand c'est des français qui écrivent, tu le sens tout de suite. Tu le vois tout de suite, c'est très, c'est très simpliste et c'est très bien pour nous d'ailleurs. Mais quand c'est des anglais qui écrivent, du coup, on est obligé de moi, je galère un peu plus déjà. Et tu le sens tout de suite quand c'est des anglais qui écrivent. T'as d'autres questions sur la littérature? J'ai une question qui me vient. Donc, en fait, là, tu as dit que tu pouvais aller sur PubMed et rechercher par rapport à des mots-clés et tout. Est-ce que des fois, il n'y a pas une démarche inverse où, par exemple, tu vois une publication sur Insta, comme Alexis Beck dont on parlait tout à l'heure, ou par exemple Yann Lemert qui partage beaucoup d'études, où tu vois un peu, ils font un résumé et tu te dis, tiens, ça m'intéresse, je vais aller lire l'étude en profondeur, ça a l'air intéressant. Est-ce que des fois, c'est aussi dans ce sens-là que ça Absolument, se passe? tout à fait. Yann, il publie beaucoup en plus sur Instagram. Alors, il publie pas tout, Yann.
Lemeur. Yann Lemeur, les gars, il est assez connu sur Instagram. Son Insta, c'est YLMS. Ah, c'est ça. Yann Lemeur, sport, sport, ou scientist, je sais plus ce que veut dire le S. Ouais. Mais YLMS. Ouais. Et il publie donc certains trucs sur son compte Instagram. Et en fait, il a une application, Yann Lemeur. Il a une application qui s'appelle YLMS Science ou Sport, je sais plus comment c'est. Et en fait, cette application-là, elle est payante. Et sur cette application-là, tu as accès du coup à toute sa vulgarisation scientifique, parce qu'il fait de l'infographie. Et tu as accès à toute sa vulgarisation. Il y a 4 langues, je crois, français, anglais, espagnol et français, anglais, espagnol. Et le quatrième, je sais plus ce que c'est. Allemand, peut-être. Je crois que c'est allemand. Et en fait, des fois, enfin, moi, je vais beaucoup sur cette application et des fois, je l'utilise aussi, quoi. Mais principalement, je crois que je vais sur PubMed. En vrai. Ok. Enfin, je tape mes mots. Ça, c'est quand même quelque chose de bien, d'intéressant, de fiable. Par exemple, tu vois, quelqu'un qui n'a pas le temps, qui n'a pas envie de prendre le temps et qui va aller à l'essentiel, c'est un compte Instagram comme qui est à recommander pour avoir des résumés un peu vulgarisés et comprendre ce qui se dit, quoi. Absolument, ouais, tout à fait. Clairement, ouais. Je recommande beaucoup Yann Lemeur. Hein. Pour le coup, si t'as pas le temps d'aller lire la littérature, et c'est très chiant de lire la littérature. Même moi, je suis un petit peu personnellement, et des schémas, enfin, c'est bien expliqué en fait. Tu mets pas 4 heures à comprendre ce qu'il veut dire. Oui. C'est assez clair et. Oui, clairement, ouais. Absolument. Ouais. Yann Lemeur, ouais. C'est trop bien. Franchement, c'est hyper simpliste, c'est très bien expliqué et ça résume très bien le papier. Parfois, ça suffit même. Alors, parfois, il faut aller creuser un petit peu. Mais pour celui qui veut juste avoir une petite connaissance scientifique, enfin, c'est même plus que top du top. Hein. C'est très très bon. Comme d'hab, les gars, Greg il note tout sur son téléphone direct. C'est un peu son ordi là, des dossiers, des fichiers. Ok, et quand tu lis une étude, mais après j'imagine que ça dépend forcément des études qui sont plus ou moins longues. Combien de temps environ ça prend? Ouais, ça dépend de la. Anglais, que du coup, Ouais. il faut relire des fois plusieurs fois. Ouais, ça dépend de la longueur du papier et ça dépend à quelle heure je lis l'étude aussi. Mais en gros, une étude, c'est pas très long, une étude scientifique. Hein. On a souvent tendance à croire que c'est des pavés de 300 pages, mais c'est pas le cas. Une étude, ça peut aller entre 7 et 15 pages peut-être, un truc comme ça. Tu vois, s'il y a beaucoup de tableaux, des gros tableaux, si tu prends des méta-analyses, forcément, tu as des tableaux immenses parce qu'il faut recenser parfois 100, 200, 300 études pour les plus gros. Une méta-analyse, enfin une définition, même si nous on sait ce que c'est. Ouais, une méta-analyse, c'est comme si on prenait plein d'études scientifiques et qu'on les mettait les unes dans les autres en fait dans un papier qui s'appelle une méta-analyse. Et l'idée c'est un regroupement et l'idée c'est d'en ressortir en fait une idée ou un processus ou un paramètre. En fait, les gars, même si des fois vous lisez une étude, c'est juste une étude, des fois il n'y a pas beaucoup de sujets, c'est pas assez fiable pour que le résultat de l'étude soit fiable. Et des fois c'est le fait de prendre 100 études sur la même thématique pour avoir déjà un résultat un peu plus fiable, quoi. C'est forcément des fois. Ça peut être bien aussi à voir sur comment tu définis une bonne étude. Tu vois, quelle population il faut, combien de personnes il faut, pardon, sur quelle durée. Après, ça va dépendre aussi de l'étude. Est-ce que tu as des petites astuces à donner, des indicateurs? Ouais, déjà le chercheur en lui-même qui aura sa propre reconnaissance. Le journal dans lequel il a publié, ça peut être une bonne indication aussi. Et puis derrière, vérifier la reproductivité de l'étude. S'il a pris 2 personnes pour faire son étude, bon déjà elle passera pas, mais ça sera pas fiable forcément. Donc je crois que pour qu'une étude soit reçue scientifiquement, je dois sûrement me tromper dans les chiffres, mais je crois que c'est 12 participants ou 13 ou 15, un truc comme ça, pour qu'il y ait au moins un caractère reproductible. Et puis, c'est quoi sa question? Comment on reconnaît une bonne étude? Ouais, c'est ça, les indicateurs en fait pour savoir. Les bonnes limites peut-être. Donc le nom du chercheur, mais aussi les gens avec qui il a travaillé. Parce que tu peux avoir des collaborateurs du coup sur une étude scientifique. Il n'y a pas qu'un chercheur qui bosse, il peut y en avoir plusieurs. C'est très rare qu'il n'y en ait qu'un d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est minimum 2 hein, globalement. Donc tout ce que je dis, tu as minimum 2 chercheurs. Et puis, son caractère reproductible. Et bien souvent, il y a des études qui sont pas reproductibles et du coup, ça met un peu du coup l'aspect de recherche dans une niche. Et c'est difficile après de dire, cette étude-là, elle est très bonne parce qu'elle a prouvé ça. Alors que en fait, c'est très niché et du coup, c'est difficile de le transférer à une pratique ou à quelque chose d'autre. Il y a une limite que je vois de plus en plus. Moi, je suis beaucoup Olivier Bollier. Je connais pas. Tu vois pas qui c'est? C'est un préparateur physique. Tu vois qui c'est, Olivier Bollier? En vrai, je le suis beaucoup. Il partage souvent des petits reality shorts où il fait des résumés d'études, mais très rapides. Et assez souvent, ce qu'il met en avant, en tout cas moi, c'est ce que j'ai remarqué, il met souvent en avant le fait que sur les études scientifiques, du moins dans le sport, il y a très rarement la parité homme-femme. Et que très souvent, c'est beaucoup des hommes. Et que c'est souvent une grosse limite, justement. Et que lui, dès qu'il trouve une étude, justement, il y a la parité, il le souligne en disant, c'est un peu mieux au niveau de la science, c'est plus précis, quoi. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Il y a beaucoup ça. Je crois l'étude de Erlacher en 2021, je crois, un truc comme ça, sur
le fait que les sportifs aient conscience du sommeil, ben, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes. Ouais, Beaucoup d'hommes. C'est souvent ça, en fait. Ok. Donc oui, Et après, effectivement. j'imagine sur les études scientifiques aussi, c'est plus fiable quand tu as des vrais sportifs et pas des gens qui sont moins sportifs. Après, ça dépend de l'étude aussi, forcément. Et forcément, si tu fais une étude, j'en sais rien, tu sais, sur la force de développer couché, bah, si tu prends des gens qui font du développé couché, qui ont vraiment de la force, enfin, développer de la force dessus, c'est plus pertinent que si tu prends des sportifs lambda, je sais pas, moi, de course à pied par exemple, qui Ouais. n'ont jamais fait de développé couché et qui ont Exactement. pas En fait, l'expertise du mouvement. tout est une question de spécificité. Tu peux faire une très bonne étude scientifique sur le développé couché avec des gens en course à pied, mais ils vont peut-être pas soulever beaucoup. Ouais. Aussi une très bonne étude sur le développé couché avec, je sais pas moi, des powerlifters. Enfin, Oui. tout est une question de spécificité et à chaque fois, il faut rattacher du coup ben, ce que le chercheur veut faire passer comme message au travers les sportifs qu'il a utilisés finalement. Donc, oui, et du coup, le genre, l'âge aussi. Vous avez vu dans les études, on a souvent le nombre de participants, l'âge, la moyenne d'âge, l'écart d'âge, du coup, l'écart type sur la moyenne d'âge. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont données. Hein. L'anthropométrie, elle est très présente hein, dans les introductions des études scientifiques. Donc, tout est une question de spécificité. Exactement. Là, j'ai une question qui me vient. Euh, Comment on fait si on veut justement être participant à une étude? Tu vois, est-ce que les participants, est-ce qu'ils sont payés par l'étude? Tu vois, imagine là demain, moi je me dis, vas-y, j'ai envie de faire avancer la science, Mm. d'aider s'il faut, je sacrifie, j'en sais rien, moi, tu vois, 6 mois par exemple Mm. de mon activité sportive pour une étude. Comment on fait? Bonne question. Je sais pas. Moi, j'ai déjà C'est vrai? participé à une étude ouais, Incroyable. sur la course à pied. Ok. J'ai pas été payé, mais je sais qu'il y a des chercheurs qui payent hein, Ouais, c'est ça. les gens. Alors souvent c'est sur la base du volontariat aussi, mais il y a des personnes. Alors pour les longues études, genre par exemple sur le sommeil ou tu as des capteurs un petit peu partout là sur la tête, tu peux être payé. Enfin, bah, il y a plein d'études où tu peux être payé. Je pense qu'il y a des questionnaires qui doivent passer en fait. Je pense que les chercheurs font des publications et puis sur LinkedIn, sur Instagram, j'en sais rien comment ils font. Ok. Après c'est un principe de base, je pense. Celui qui veut venir, il peut venir et puis voilà, faut juste qu'il s'inscrive du coup dans potentiellement du moyen terme sur du 6 semaines, 8 semaines, enfin voilà, pour qu'il y ait quelque chose de reproductible encore une fois, mais au système de questionnaire et Ouais. puis Je pense que voilà. c'est peut-être aussi pour ça que c'est moins fréquent d'avoir des sportifs de haut niveau qui sont sur des études parce que bah ils dédient Mm, leur activité déjà à leur sport et ils peuvent pas se permettre de faire entre guillemets, des tests, je mm. pense, de manière volontaire. Donc, Il y a des papiers hein, qui sortent sur des équipes professionnelles. oui, mais en tout cas, moi, ce que j'ai cru Ouais, comprendre, c'est pas fréquent, c'est pas la majorité, c'est quoi. pas la majorité, Ouais, clairement. Mais quand tu connais le nom du chercheur, généralement, tu sais s'il a bossé sur une équipe pro ou ok. pas. Et du coup, tu sais que derrière l'étude, elle est axée sur des sportifs de très haut niveau, des sportifs professionnels. Ouais. Il y a déjà eu des études sur des équipes de Ligue 1 en foot, et tu le sens tout de suite, en fait, dans l'étude, ça soulève pas 20 kilos, quoi. Et puis, voilà, on est sur des sprints, enfin, sur des mesures qui sont vraiment rattachées à de la haute performance. Donc, mais oui, c'est pas la majorité. Même, je pense qu'il y en a de plus en plus à l'INSEP, ils travaillent beaucoup quand même sur ça, Ouais. surtout sur les chercheurs du sommeil. Donc, oui, sur la majorité des études, ouais. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est vrai, une toile derrière. Alors, les gars, on est un peu dans la forêt, hein. On a une chenille qui vient de tomber là en plein milieu de Je l'ai l'épisode. sorti direct. La proprioception mécanorécepteur. Voilà, grâce à la mobilité, les gars. Ouais. Multi du front, comme ça, là. Il fait de la mobilité pour le front. Et ouais, tout le temps. Tout le corps, les gars, il a dit tout le corps. Sourcil. Comme ça. C'est à Carlo Ancelotti. Du coup, je sais plus ce que je disais, mais oui, je pense qu'il y a de plus en On parle plus de la Ligue 1, ouais, ouais, de haut niveau, ouais, c'est ça. il y a de plus en plus de papiers qui sortent sur des sportifs de haut niveau. Et tant mieux, du coup, ça permet Ouais. d'avoir aussi une variabilité Ouais, ouais. de résultats et de ressources qui peuvent être utilisées derrière. C'est vrai que nous, c'est plus ce qui nous intéresserait parce que nous, dans Grain, on vit surtout le sport de performance. Donc, c'est ça qui nous intéresse. C'est comment, en gros, optimiser pour les performances sur Ouais. l'entraînement ou ce qui est à côté de l'entraînement. Donc, c'est vrai que c'est plus intéressant pour nous, mais c'est pas pour autant qu'une étude sur entre guillemets, des personnes moins sportives ou plus lambda, c'est pas pertinent aussi, quoi. Ça En tout dépend en cas, fait, ouais, de ouais. l'objectif de ce qu'on vise. On peut Et s'en effectivement, on peut s'en inspirer, en fait. Je trouve que la majorité de la population, c'est plus des mecs non Mm. de haut niveau que. Ouais. Oui. Ouais. Mais après, tu peux t'en inspirer. Là, il y a plein de papiers là, qui sortent là, sur le marathonien, là, Kipchoge, là, je sais pas comment on prononce. Là. Et Ok. toute sa méthode d'entraînement, enfin, c'est des trucs de baiser. Hein. T'imagines même pas les courses à pied qui se tapent. Ouais. Et du coup, ben, forcément, pour nous, c'est inaccessible faire du 3 minutes 30 au kilomètre pendant 2 heures. Enfin,
c'est des trucs de ouf. Ah, c'est dingue. Ensuite, Exactement. Mais bon, voilà, après, tu peux t'en inspirer. Et puis, comme on disait tout à l'heure, c'est une question de spécificité aussi. Et puis, dire, bon, bah, ok, ce mec-là, il fait ça. Moi, je vais réduire un peu, mais du coup, je peux m'en inspirer pour créer un peu mon programme. Donc, je vois de plus en plus de sportifs de haut niveau quand même dans la littérature. Mais c'est pas la majorité, ouais, t'as raison. Ok. ok. Je sais pas si ça a d'autres questions. Bah, du coup, maintenant, après, concrètement, parce que là, on parle des études, après, c'est bien beau, mais il faut savoir comment les utiliser. Mm. À quel point ce que tu vas lire sur les études, tu peux l'utiliser sur le terrain, à quel point tu le nuances, à quel point, quelle place tu mets entre la théorie des études scientifiques et ce que tu constates toi sur le terrain avec les Ouais. sportifs que tu as ou ta pratique. Enfin, comment tu doses les deux? C'est marrant parce qu'en master, on nous avait demandé Enfin, j'avais carrément une UE qui était dédiée du coup à comment la science peut accompagner la performance. Et ça, c'était top. C'est là que j'ai pu rencontrer des chercheurs de l'INSEP sur le sommeil. C'était trop bien. Ouais, c'était trop bien. Et c'est vrai, comment on retranscrit du coup la théorie à la pratique, c'est ça le plus compliqué finalement oui. pour nous. Ben, c'est du test, retest. Hein. Il n'y a pas à chier. Hein. De toute façon, il faut essayer. Et si ça marche pas, ben, il faut essayer autre chose derrière. Il n'y aura pas de raté. Ouais, c'est ça, exactement. Et dans les profs, dans tout. Exactement. L'expérience. Je pense qu'en tant que pratiquant, on s'est tous plantés. Moi, en tant qu'entraîneur, je me suis déjà planté et c'est ok, tu vois. Tant que tu fais pas non plus n'importe quoi et que tu restes dans les cordes, ça va. Le but, c'est pas de péter les sportifs ou faire n'importe quoi. Ouais, Mais c'est pas parce que demain tu travailles, tu lis une étude, tu vois un truc qu'il faut rester buté là-dessus en te disant faire que ça. Et même si tu le conseilles à un athlète qui a des mauvais ressentis, bah fais par rapport à ce que lui il ressent et comment il le vit plutôt que ce que tu as lu sur une étude. Puis il faut être critique. En fait, la littérature, c'est très bien. Moi, je m'en appuie. Enfin, je m'en sers beaucoup, mais c'est pas non plus la recette miracle, tu vois. Ce que je vois et ce qui peut se passer dans la réalité, bah, parfois, ça peut être un petit peu éloigné. Donc, il faut servir des deux, en fait. Il faut servir de ce qu'on voit sur le terrain, il faut servir de ce qu'on voit dans la littérature, essayer de prendre du recul sur les deux et du coup de trouver le parfait mélange, enfin parfait, le meilleur mélange en tout cas, entre les deux pour promouvoir un bon entraînement, une bonne prog, des bons retours, des bons résultats, des bonnes performances, pour que ce soit aussi le plus spécifique aussi aux sportifs. Il y a plein de trucs que je vois dans la littérature, tu te dis mais je le ferai jamais en réalité parce que j'ai pas accès à ce genre de matos, parce que j'ai pas tous ces câbles là qu'il met sur lui, enfin voilà. Donc faut prendre du recul sur ça aussi, quoi, bien sûr. Non. Moi, je voulais dire un truc. Vas-y, dis. Ça fait un petit moment qu'on est là, mais ça me fait penser en fait à une citation que j'adore. Je l'aime tellement que je l'avais mis sur Instagram, c'est pour ça que j'ai ressorti mon téléphone pour la lire, pour pas le. Ouais. Parce que j'adore. Vous pouvez voir. C'est une phrase de Frédéric Aubert. Oui. Oui, préparateur physique, ouais, qui a donné son nom à plein de. Et en gros, la phrase, j'adore, c'est les entraîneurs font les méthodes, les scientifiques y contribuent, parce que grâce à ça contribue, et ils analysent les entraînements, mais seules les performances les valident. Oui. Et je trouve que ça, c'est une bonne phrase qui donne le compromis entre en fait, à quoi ça te sert. En fait, la science, ça peut permettre d'analyser, de contribuer à ce que tu fais sur le terrain, d'expliquer, mais pas forcément entièrement. Quoi. Des fois, tu fais une façon de t'entraîner, une méthode, parce que d'expérience, tu sais que ça peut marcher, ou parce que des fois, c'est ça, entraîner, c'est des fois avoir l'instinct en fait. Le flair un peu, ouais. Ah ouais, tout à fait. Tu vois plein de cas différents et quand tu vois une personne, tu te dis tiens, je pense que ça peut être très pertinent dans le cas présent maintenant, même si tu l'expliques pas parce que tu sors pas 10 papiers pour justifier ton exo ou ta méthode, mais c'est pertinent quand même pour autant. Quoi. Ouais, exactement. Ouais. Des fois, tu peux pas tout expliquer ou tout justifier, enfin, du moins d'un point de vue scientifique. Quoi. Exactement. Il y a la théorie et la pratique, quoi. Hein. De toute façon, il faut rapporter aussi la réalité. Et tu vois, il y a des papiers moi que j'utilise sur le sommeil du sportif. Les mecs, ils sont dans des conditions, ils ont une grande lumière qui les éclaire là pendant je sais pas combien de temps, un iPad devant eux avec la luminosité à fond, et puis derrière on mesure leur temps d'endormissement. Et ça c'est calculé entre 21h et 23h. C'est très rare que le soir tu te mettes sur un bureau avec une grosse lumière dans ta gueule pendant 1 heure et avec un iPad avec la luminosité à fond, tu vois. Donc voilà, il faut être conscient que la recherche des fois elle va aussi aux limites pour voir jusqu'à où on est capable d'aller, mais ça peut être assez éloigné de ce qu'on vit quotidiennement. Donc, Après, ça aussi, le but de la recherche, c'est d'explorer un peu des limites, des extrêmes du corps humain et de voir, comprendre comment ça fonctionne, même si on sait qu'on ne va pas forcément le reproduire derrière. Exactement, tout à fait. Ça donne des idées, des pistes derrière de réflexion et de connaissances, bien sûr, sur ça. Ouais. Tout à fait. Ok, moi j'ai plus trop de questions, t'as pas de questions non plus, je pense. Yes. Nickel. Les gars, j'espère que l'épisode vous a plu. Pour rappel, donne-nous où est-ce qu'on peut le retrouver aussi, tu vois. Même si on peut le retrouver sur notre compte aussi à terme, dans un premier temps, il sera moins présent. Brendan Even Navarro sur Instagram.
Et donc sur LinkedIn, etc. Je sais pas. YouTube, il n'y a pas encore. Non, il n'y aura pas, je pense. Il y aura Non, il n'y aura pas. Projet. Voilà. Justement, c'est peut-être pour finir par rapport à ça, tu as dit que tu avais fait des formations. Est-ce que tu as des projets futurs de faire d'autres formations ou même d'autres projets? Est-ce que tu as des projets un petit peu pour la suite? Ouais, bah, plein de projets professionnels par rapport aux formations, forcément. Continue de me former sur la mobilité du haut du corps. J'ai déjà eu la formation sur l'épaule, mais je l'ai pas sorti et je l'ai pas visualisé, je l'ai pas conceptualisé encore. J'ai pas préparé mes vidéos d'exercice, mais je l'ai déjà en tête. Voilà, le coude, les poignets, forcément pour le street aussi. Il faut que je m'y mette un petit peu. Et puis, ouais, bah, continuer de se former en autodidacte, forcément derrière sur la littérature, principalement. Voilà. En tout cas, les gars, tous ceux que ça intéresse, que ce soit pour un suivi, vous avez des problèmes de mobilité, etc., ou à titre préventif, même si tu n'aimes pas le mot préventif, c'est ça, de ce que j'ai Ah, je compris. déteste ouais, le mot N'hésitez préventif. pas à Ouais. le contacter. Et après, s'il y a. Comment? Ah oui, mitigation. On n'a pas parlé de ça, mais On en parlera une prochaine fois, on aura l'occasion de toute façon de se revoir. Comme on a dit, hein, Brendan n'est pas forcément invité, parce que je suis maintenant, il fait partie du groupe, du collectif. Donc on aura l'occasion de le revoir un peu comme ça de temps en temps quand l'occasion s'y prêtera. Donc n'hésitez pas à le suivre si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un suivi, ou si même vous vous intéressez à ce domaine-là. Il a parlé de formation privée qu'il faisait en complément, si vous voulez savoir quelle formation il a fait, qu'est-ce qu'il peut vous recommander, s'il a des papiers qu'il a trouvé intéressants, que vous ne savez pas trop quoi lire, que vous voulez avoir quelques idées de papiers intéressants à lire, bah, n'hésitez pas à le contacter pour ça, pour les plus curieux, les plus investis, quoi. Donc voilà, on est bon. Et rappelez-vous que les débutants cherchent les bonnes réponses, les experts cherchent les bonnes questions. Ciao. Ça doit être ça. putain, J'avoue, t'as fumé le game, hein. Attends,